l'espace maintenant finit par le régalien de terrain, voilà, et qui peut-être, tout en ayant bien sûr la faculté de rebondir sur tout ce qui a été dit précédemment, pourra nous dire dans quelle mesure des questions d'éthique interviennent dans les fonctions régaliennes d'avis et de contrôle des architectes des bâtiments de France, avec évidemment les notions qui peuvent se poser, des questions sur l'accessibilité, la contemporanéité, le traitement des espaces, etc. Madame Wetz. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je représente aujourd'hui l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. Fabien Sénéchal, qui est notre président, s'est trouvé empêché. Et donc, voilà, je souhaite donc vous faire part de notre contribution sur la fabrique de ces espaces. Alors, d'une part, j'ai pensé qu'il était bien de développer peut-être rapidement deux volets principaux qui prennent une part importante de notre exercice quotidien. Donc, nous sommes architectes, nous sommes également urbanistes, et sur le volet de l'architecture, l'architecture est la plupart du temps le cadre de l'espace public. Ça a été rappelé tout à l'heure. Ça peut être aussi le paysage, évidemment, qui est le cadre de l'espace public. Ça peut être la géographie, mais bon, notre domaine, c'est d'abord l'architecture. Et ensuite, évidemment, aussi la composition des espaces publics. Et pour ce qui nous concerne, le domaine particulier d'intervention, qui est un des aspects et une partie une contribution à la fabrique de ces espaces, c'est celle de la mise en application, la communication de notre spécificité qui nous est donnée par la loi et qui fait que nous devons donner des accords sur des projets architecturaux et de composition de l'espace à proximité des monuments historiques et également dans les espaces qui sont dits protégés. Alors également, lorsque je suis venue aujourd'hui, je n'avais pas compris qu'il s'agissait aussi de créer un plan de mise en valeur des espaces publics. Cela m'a rappelé que dans la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, donc qui est sortie cet été le 7 juillet du ministère de la Culture, il y a pour les espaces protégés, donc dans lesquels l'architecte des bâtiments de France est amené à donner des avis, il y a le regroupement de deux ensembles. Ce ne sont pas forcément des espaces publics, mais ce sont des ensembles qui ont une vocation collective, publique, mais qui sont aussi protégés. Ces deux ensembles sont en sites patrimoniaux remarquables, avec la possibilité d'élaborer deux plans, un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'une part, et d'autre part un plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui en fait est dans la continuité des outils que nous avions déjà depuis la loi de 13, mais qui a été ici modernisé. Et donc ça me permet de peut-être parler de deux aspects de notre travail. D'une part parce que d'abord c'est l'architecture. Alors cette loi donc récente a mis aussi au centre la création architecturale et la question de la création contemporaine, architecturale, dans la ville en général, mais aussi dans la ville ancienne, évidemment, puisque on sait qu'elle fait l'objet de débats et de contestations parfois, depuis déjà un certain nombre d'années, des dizaines d'années. Donc, rapidement, j'ai voulu centrer mon propos sur l'architecture contemporaine dans la ville ancienne. Nous avons souvent entendu parler de la rupture qui pouvait s'exercer entre l'architecture, la façade contemporaine en particulier, et la façade traditionnelle. Donc, pour ma part, je ressens cela comme une approche négative. Et donc, je me permets aujourd'hui de rappeler ici
qu'un certain nombre de projets architecturaux ont déjà fait la démonstration qu'il s'agissait plutôt d'une cohabitation valorisante. Et pour illustrer cela, j'ai repris des projets un peu connus de tous, à la fois, mais d'abord, un des premiers, je pense, je ne suis plus toute jeune ABF, je me souviens donc de l'intervention de Norman Foster à Nîmes, qui avait fait beaucoup de bruit, mais enfin, il avait su s'approprier une architecture antique de la maison carrée dans une expression contemporaine qui finalement aujourd'hui est largement reconnue. On a connu tous les débats dans la presse au moment de la création de la pyramide contemporaine à Paris de Liu Mingpai. Et là encore, c'est grâce au regard porté par les artistes, par les photographes, par les architectes, que l'on a pu s'apercevoir qu'en réalité, il s'agissait de remettre de la modernité, mais aussi de mettre en valeur l'ancien Louvre grâce à des effets de plastique, en fait, de transparence, de couleur, d'accompagnement, de rapport d'échelle. Et là, c'est un travail, je dirais, concret sur l'espace. De la même manière, aujourd'hui, dans une forme nouvelle, le projet de Norman Foster à Paris pour la création donc pour la création du lieu culturel orthodoxe et russe dans le 7e arrondissement, on découvre une forme nouvelle de façade, mais qui est tout de même bien implantée dans un contexte urbain très défini et donc très contraint, avec des volumétries qui sont très étudiées. Donc, et pour finir, indiquer que ces exemples portent parce que les architectes aujourd'hui, dans leur travail constructif, dans leur travail formel, lors de projets plus modestes dans la ville, que ce soit des projets d'extension, des projets de surélévation, des projets de la ville sur la ville que l'on voit tous les jours dans l'exercice de notre travail, ils tentent le plus souvent d'arriver à associer, à juxtaposer, à marier des nouvelles formes architecturales avec des moyens constructifs qui sont certes extrêmement différents de ceux que l'on a pu avoir dans des époques passées, mais qui peuvent prouver que la continuité de la ville, elle s'inscrit aussi dans une façon nouvelle de porter le regard sur les choses et de dialoguer, en fait. Voilà, c'était le mot de dialogue, qui est évidemment beaucoup plus positif que le mot de rupture, que je voulais communiquer et faire retenir, parce que je pense qu'il est réel. Et voilà sur le volet de l'architecture. Concernant les espaces publics, là aussi, quand nous intervenons, c'est sur les espaces protégés. Donc, c'est une partie de l'espace public, de la fabrication de l'espace public. Donc, ce qu'on peut constater en tant qu'architecte aux portes de Paris, puisque je suis dans les départements des Hauts-de-Seine, nous avons tout un catalogue d'espaces publics. Il y a aussi des espaces non bâtis, des rues, des places, des jardins, des sorties de RER, de métro, des promenades urbaines qui sont parfois envahies d'un mobilier qui est urbain, qui est disparate souvent, qui est formé d'ajouts publicitaires sauvages, de reprises de sol aléatoires pour faire passer tout ce qui concerne les fluides, d'aménagements qui, en fait, pour nous, répondent plus à une exigence de fonctionnalité qu'à une exigence d'harmonie et de représentation. On est souvent et même parfois à proximité d'édifices nationaux majeurs, on peut avoir une représentation chaotique de l'espace urbain qui existe donc pourtant dans des parties que nous nommons des parties délaissées de la ville. Enfin bon, évidemment, ces espaces peuvent être repensés. Enfin, pour ce qui concerne l'acte de bâtir des espaces urbains,
Moi, je retiens ce qui a été dit dans la matinée, c'est que c'est une action collective. Et c'est une action qui doit être réfléchie. Elle doit être portée par un projet global. Et pour être portée efficacement par un projet global, je pense que le rôle des politiques, des maires, est un rôle majeur, essentiel, et que d'autre part, évidemment, la fabrication de ces lieux, elle ne peut être bien vue et très représentative seulement si l'ensemble des corps de métier qui constituent ces espaces, les urbanistes, les paysagistes, les ingénieurs, les architectes, les plasticiens, arrivent à trouver leur place dans cette composition, mais leur place au bon moment et leur place dans la durée, parce que ce sont des espaces qui ne se constituent pas très rapidement. Ça met au minimum un temps important. Il y a ensuite le temps de l'entretien. Donc, il y a aussi la notion de continuité qui est importante. Donc, tout ceci nécessite beaucoup de coordination, beaucoup de compétences très variées et aussi beaucoup de temps, beaucoup de continuité, beaucoup de suivi. Et la force d'un chef d'orchestre qui, je pense, est le responsable public, les responsables publics. Voilà, donc je voulais souligner sur cet aspect de la fabrication, de la qualité et de l'harmonie dans les espaces publics, de l'importance de l'importance de tous et de l'importance de la conduite de ces opérations. Enfin, pour terminer, je transmets pour l'ensemble de l'ANABF, pour l'ensemble des confrères, notre satisfaction de participer aujourd'hui à cette réflexion collégiale pour valoriser le cadre de vie, heureux d'être associés, et puis de dire que nous essayons quotidiennement de favoriser cette cohérence, cette harmonie, ce respect des lieux, cette reconnaissance de qualité architecturale contemporaine et ancienne, et également dans la mise en place du projet urbain qui doit être conduit par tous ces acteurs qui se complètent une action coordonnée. En insistant encore simplement sur le fait que pour notre part, lorsque nous avons la chance d'avoir à communiquer sur les projets à réaliser en amont, nous rappelons toujours la nécessité d'orienter le regard vers les points forts du paysage et vers ces architectures remarquables.